Bravo, bravo, merci beaucoup, cher public. Adja Kadi est avec nous. Adja Kadi, il faut le dire, elle est commerçante, décoratrice d'intérieur, esthéticienne et chantre musulmane. On l'applaudit très fort. Alors, soyez la bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci Caroline. Au fait, c'est un grand bonheur pour moi d'être là aujourd'hui. Parce que quand je regarde ce midi à la maison, je dis, mais quand est-ce Adja va être à ce midi? Et voilà, c'est fait. Et c'est fait. Vous êtes là aujourd'hui. Alors, la chanson qu'on vient d'écouter est extraite de votre dernier album. Oui, le tout dernier qui vient de sortir, qui s'intitule Adamadea. Adamadea qui veut dire l'homme dans toute sa splendeur. D'accord. Et humanisme et tout. D'accord. Alors, le message que vous véhiculez, c'est dans quel but? Puisque vous êtes chantre, je suppose que c'est... Oui, Adja Kadi, elle chante, mais il faut dire que je suis une chante qui fait une ouverture vers la grande musique. Parce que Dieu, il n'est pas... La prière, je ne fais pas que des louanges. La prière, c'est une cure qui nous aide à transcender vers Allah. Mais Allah lui-même demande qu'on fasse la dawa. La dawa. La dawa. La dawa qui veut dire l'évangile. Ah d'accord. Ah, d'accord. D'accord. Aujourd'hui, on est quand même dans la religion. Oui. C'est un pays laïque. On a des chrétiens, des musulmans aussi, très bien. Bonjour docteur. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Qu'est-ce que ça vous fait de rencontrer autant de personnes autour d'une table? Bon, ben écoutez, c'est un peu impressionnant, mais je crois que... Mais est-ce que vous vous sentez bien avec les hommes? Les hommes. Ah oui, ben écoutez, j'ai une femme, j'ai des enfants. Et heureusement que Flamy est là pour booster votre bonne humeur, votre sourire. Alors, on va donc chercher dans un premier temps à connaître, parce que généralement c'est su, mais c'est quand même un domaine, on va dire, méconnu et souvent rejeté. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, on se dit, quelle est la nécessité d'avoir un vétérinaire, de conduire son animal à l'hôpital, tout ça on se pose. C'est quoi exactement le métier de vétérinaire? C'est quoi le mandat? Alors, il faut dire que le vétérinaire a plusieurs cordes à son arc. C'est d'abord et surtout un professionnel de la santé animale. C'est-à-dire qu'il va gérer tout ce qui est médecine, chirurgie et toutes les spécialités qui concernent l'animal. Il existe aussi la chirurgie chez les animaux. Toutes les spécialités existantes chez l'homme. Je veux parler de la chirurgie, la gynéco, la dermato. Tout existe chez les animaux. La gynécologie? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Elle a parlé de chirurgie plastique. Ça existe? Alors, la chirurgie plastique, en à ma connaissance, ah oui, en cas d'accident, on peut intervenir. Là, on parle de mais c'est vraiment réparatrice. de chirurgie réparatrice. Mais à ce niveau, il faut dire que c'est de très hautes spécialités qui, pour l'instant, n'existent pas dans notre pays. Et la psychologie? Parce que Flany refuse d'aller à l'école coranique. Alors, il faut lui dire quelque chose pour qu'il réparte à l'école. Non, mais ce qu'il dit est aussi vrai. Il y a aussi des psychologues de... Oh mon Dieu. Bravo! Bravo, Flany! Alors, je veux savoir, comment est-ce qu'on devient vétérinaire? Alors, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'école de formation de docteurs vétérinaires. Ah bon? Depuis les années 90, les vétérinaires sont formés au Sénégal dans une école inter-État qui appartient à 14 pays africains. Et cette formation dure 6 ans. Nous avons une première année de préparation qui est faite souvent en 2-3 ans, vu les difficultés. Il y a une formation de 4 ans et après une dernière année pour préparer ce qu'on appelle la thèse de docteur vétérinaire pour avoir le grade de docteur vétérinaire. Tonton Bouba est avec nous. L'ami des tout petits, mais aussi des grands. C'est surprenant quand même, hein? Oui. Les fan club. Merci. On dit souvent que quand on a la bénédiction des enfants, on a la bénédiction de tout le monde et voilà, ça se vérifie. Je disais que Tonton Bouba, c'est rare de le voir seul, sans enfant. Est-ce que Tonton Bouba est en train de devenir Pépé Bouba?
Oui, mais ce que tu dis, c'est pas faux. Parce que je suis père de 5 enfants et grand-père de 5 enfants. Wow. Alors, quel équilibre! Oui, mais en plus, je suis avec les enfants parce que tous ceux qui sont là sont venus à mes émissions quand ils avaient 5 ans. Ouais. Voilà. Ah, elle a fait bis avec moi. Tous les mercredis, je vais m'amuser avec toi. Bouba, Bouba, tu es mon tonton. Merci. Alors, à notre virage, nous allons maintenant recevoir notre invité surprise. On va donc se lever parce que c'est un grand monsieur. Il a été révélé par la musique Wodassa Lomba en 1979. Il est lui-même artiste, musicien, compositeur. Monsieur Paul Wassaba est avec nous. Alors, il faut dire que vous avez occupé les postes de PCA du Burida en 1994 et directeur de l'ORTI en 1997. Avant cela, moi, je préfère parler des œuvres artistiques que j'ai réalisées parce que moi, je suis plutôt compositeur de musique. D'accord. J'ai travaillé avec Souleymane Collier en tant que directeur artistique de l'ensemble Koteba. Nous avons fait le premier opéra qu'on appelait l'opéra Mandingue, Waramba. J'ai travaillé avec Were Were Liking, nous avons fait 2 opéras. J'ai aussi fait la musique du film Au nom du Christ de Roger Nyuambala. J'ai fait la musique du film Comédie exotique de Kitia Touré, paix à son âme. Donc je préfère parler de ce que j'ai fait comme artiste. Donc c'est ce qui a suscité la naissance du projet de centre d'éducation artistique. Et où est-ce que vous en êtes avec le projet ? Le projet suit son cours, on n'est pas encore installé, mais le projet suit son cours. Il faut dire que l'Afrique n'étant pas un pays... Mais le projet avait déjà été annoncé depuis 2013. Ah oui, il avait été annoncé. En 2015. Oui, mais bien sûr. Quelques difficultés? Oui, c'est ce que je voulais expliquer. L'Afrique n'est pas un pays vraiment à caractère philanthropique comme les autres pays européens ou américains où les gens... les gens ont des fondations spéciales pour donner de l'argent aux enfants déshérités, puisque notre programme est un programme pour les enfants déshérités, c'est-à-dire les enfants de la rue, les orphelins et tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à ce genre de programme lorsqu'il est payant. Et donc, nous avons des difficultés, mais moi, j'ai confiance. Je sais que ce programme va avoir lieu. Dans les Ivoiriens sont formidables. Hein. Oui, bien sûr. Dans les pays développés et tout, c'est le gouvernement, en fait, qui aide ces ONG à exister parce que le travail que nous faisons, que nous voulons faire ici, c'est un travail qui, normalement, est fait par le gouvernement. Et le gouvernement, normalement, encourage et aide ces structures à exister. Donc, je pense que nous allons y arriver. Il y a vraiment beaucoup de membres du gouvernement qui regardent cette émission, y compris le ministre de la Culture. Et c'est sûr que voilà, votre doléance sera prise en compte et que ce projet fort intéressant verra le jour. Oui, j'espère. Alors, on va essayer de faire plaisir à tous les nostalgiques qui nous regardent en ce moment. Oui. Voilà, donc la musique la jeune génération Paul Wassaba va passer. Salam ONG et puis vous allez vous mettre là devant, à la place GTB. Qu'est-ce que je veux faire? Merci beaucoup.
Monsieur Paul Ouassaba. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Alors, stérilité, infertilité, vous en avez la solution et c'est une très très bonne nouvelle pour toutes les téléspectatrices et téléspectateurs, j'insiste là-dessus, qui nous regardent parce qu'il ne s'agit pas que des femmes. Ouais. Merci d'être là. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi avez-vous décidé de choisir ce domaine d'activité? Vous êtes docteur en fertilité. Moi, je suis bien curieuse de savoir pourquoi vous avez choisi donc ce domaine d'activité. Ben, j'ai choisi ce domaine parce qu'à l'époque, je dirais il y a à peu près, ma fille a quel âge maintenant? À peu près 23 ans. Je ne pouvais pas procréer. J'étais destiné à l'avocature, c'est-à-dire que mes parents voulaient que je sois avocat. Mes parents, entre autres également, les personnes comme l'ami personnel de mon papa qui voulait que je sois avocat, c'est l'ex-président de la BCAO, c'est l'ami personnel de classe de mon père, c'est Ablaye Fadiga. Et il voulait tous que je sois avocat. Avocat d'affaires. Imaginez, on voulait me balancer dans le système BCAO, c'était ce qu'ils avaient prévu les parents. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Dieu a préféré que je sois carrément ce que vous voyez là, pour crier. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une situation où j'avais une femme, tous les amis, tout le temps, à l'époque, je n'étais pas chrétien. On faisait des curetages, des amis, justement, pas moi. Mais moi, celle que j'avais ne pouvait pas, je ne faisais rien du tout. Mais attends, je me suis interpellé. Je dis, mais attends. C'est-à-dire que vous-même, vous ne pouviez pas avoir d'enfants. Je ne pouvais pas faire des enfants. C'est clair. J'étais vraiment stérile. Je n'étais pas infertile. Parce que l'infertilité et la stérilité, ça fait deux choses différentes. Et ça m'envoie tout de suite vous demander la différence entre les deux thèmes. L'infertilité, d'abord, c'est l'incapacité à la procréation due aux troubles hormonaux passagers. Alors que la stérilité du couple, c'est l'incapacité à la procréation chez l'homme ou chez la femme, tout simplement parce qu'il y a un problème infectieux, parce qu'il y a des antécédents infectieux, parce qu'il y a des complications donc sur le plan, chez la femme par exemple, sur le plan utéro, ovarien, et voire même tubaire, chez la femme. Et chez l'homme maintenant, sur le plan, je dirais même spermatique, il peut y avoir des problèmes d'oligo, asténo, térato, pio, akinéto, aspermie, oisospermie, cryptospermie. Donc on revient à votre histoire. Voilà, donc finalement, vous ne pouvez pas procréer, je ne pouvais pas procréer. Vous décidez de vous orienter dans le domaine de la médecine. Donc en fait, la preuve, c'est quoi? J'étais confronté à ces situations, j'ai fait des examens qu'il faut. Alors, d'abord, le premier examen qu'il faut, c'est le spermogramme. Pour s'assurer qu'il y a anomalie ou pas. Le premier, le spermogramme dit, répond que les résultats disent que j'étais stérile, c'est-à-dire que j'avais un problème d'atrophie gonadotropique bilatérale. En tout cas, ça, c'est des thèmes qui nous dépassent. C'est-à-dire, excusez-moi le terme, j'aime bien, je suis cru dans mes langages aussi. Tout à fait. Les testicules, les gonades, pour être scientifique, les testicules mâles chez l'homme, qui sont les usines de production du spermatozoïde, n'existaient pratiquement plus chez moi. D'accord. Voyez un peu. Alors, parce que sans les usines de production de spermatozoïdes, on ne peut pas produire des spermatozoïdes. Tout à fait. Et sans spermatozoïdes, il n'y a pas d'enfant. Vous comprenez? Alors donc, moi, j'étais stérile, je n'avais rien du tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer des années plus tard? Vous devenez votre propre médecin? Je me suis orienté carrément pour les recherches personnelles, les études bien sûr. J'ai fait des brevets, j'ai 3-4 brevets et aujourd'hui j'enseigne d'ailleurs. J'ai la première école africaine en matière de formation des biomédecins, je l'ai et on va démarrer bientôt. Mais n'empêche que, je veux dire quoi, j'étais vraiment malade. J'étais vraiment malade, il fallait trouver une solution. Alors donc, 18 ans de recherche, vous vous rendez compte? Et d'expérimentation, d'études, de recherche, d'expérimentation. Aujourd'hui, j'ai 5 enfants, je veux même plus C'est très intéressant tout ce que vous êtes en train de dire, mais je sens les téléspectateurs dire « Ah, mais ça fait combien de temps il a commencé, il a combien d'années d'expérience et puis il a guéri combien de personnes même ?» On a lancé avec Lotamo en 2000, SOS 2000 bébés pour l'an 2000. Mais là, franchement, ce n'est pas moi qui vais le dire. Hein. Les CD, vous avez les archives ici. Hein. On est venu à la télévision avec du monde, des bébés en main, des jumeaux et tout ça. Hein. La télévision, on sait quelque chose. Très bien. Alors, donc combien d'années d'expérience? L'expérience, en fait, je peux dire que c'est tous les jours, on apprend toujours. Hein. D'accord. On apprend toujours, on ne cesse pas d'apprendre. Donc, quand on parle d'expérience, écoutez, je peux dire que ça fait presque 18 ans, 18 à 23 ans d'expérience. 18 à 23 ans d'expérience, c'est peut-être pas assez, mais j'essaie d'apprendre toujours. C'est beaucoup. Voilà. Oui, Philo. Moi, j'ai envie, c'est un collègue, voilà, donc voilà. Oui, mais tous docteurs. Excusez-nous. Hein. Je place un peu mes lunettes comme ils le font d'habitude dans les cabinets là-bas. Voilà, j'ai envie d'être docteur. Oui. J'ai envie de vous demander, pendant toutes ces années d'expérience, quelle est la cause, au risque de me répéter, la plus fondamentale de la stérilité? Je vais aller très droit au but. L'IVG.
interruption volontaire de grossesse et ses conséquences. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez 18 ans, excusez-moi ceux qui ont l'habitude de le faire, moi je ne le conseille pas. Moi je suis anti-avortement, ça je suis très clair là-dessus. Alors donc, quand vous faites des avortements, attendez-vous à des conséquences à court terme ou à long terme. Ça c'est clair. Parce que vous allez traumatiser le muscle utérin et créer ce que nous appelons une synergie cervico-isthmique. Donc c'est pour les femmes et les hommes. C'est-à-dire éviter les avortements. Alors, il faut éviter les avortements. Ça, c'est. Voilà, Nessie pose la question. C'est pour les femmes et pour les hommes. C'est-à-dire les hommes. Les hommes aussi ont le problème. Qu'est-ce qui peut rendre un homme infertile? Très bien. Écoutez, on n'a pas assez de temps, mais je vais aller rapidement. On a 30 secondes pour finir. Très bien. Alors, écoutez, vous avez par exemple les oreillons. Les oreillons, c'est une pathologie qu'on retrouve partout. On les néglige. Alors, les oreillons, le gemme s'appelle ourlien, ça va migrer les testicules, ça crée l'orchite inflammatoire, l'inflammation des testicules, et finalement, traité ou pas traité, ça s'atrophie petit à petit, le gemme s'appelle ourlien. Donc, l'orchite ourlienne entraîne ce qu'on appelle aujourd'hui l'azospermie excrétoire ou sécrétoire chez l'homme. Et là, ça veut dire que l'homme aussi peut avoir des problèmes. C'est clair. Et ceci donc d'indexer la femme seulement. C'est très important. Donc, la femme n'est pas seulement, je dirais, responsable. Donc, c'est les deux côtés. D'accord. C'est très important. Alors, en termes de statistiques, en termes de pourcentage, le taux de réussite chez le docteur, c'est... 90%. 90%. Ah bon? Et les autres 10%? J'ai des preuves. Je pensais que vous alliez dire 99 ou 100%. Mais je dirais 90%. J'insiste sur les 90%. Pourquoi? Parce que avant, j'ai des preuves avant, pendant, après, des statistiques déposées à l'OMS qui prouvent qu'aujourd'hui, en tant que précurseur de l'infertilité du couple en Afrique, depuis 1999. Donc, de nos jours, on peut dire 90% à 90%, c'est des deux côtés, mais beaucoup plus du côté de l'homme. Parce que sans les spermatozoïdes, il n'y a pas de bébé. D'accord, merci beaucoup, docteur. Malheureusement, nous sommes au terme de notre entretien. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que je reviens, je lance cette fois-ci, pour vous qui me regardez, qui m'écoutez, je ne n'avance pas des inexactitudes, j'ai des preuves palpables, reconnues par l'OMS. Et j'insiste encore sur le fait, et qui est très important, ne me faites pas confiance, faites confiance à Dieu, car si j'y crois aussi en Dieu. Je suis convaincu qu'en allant me voir, vous aurez votre bébé. Vous préparez le berceau, venez. On peut mettre aujourd'hui même des triplés dans le berceau. Docteur Amar Weldon, on a été très heureux, c'était vraiment chaud. On a été très heureux de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes docteur en infertilité. En tout cas, merci de nous avoir enrichis avec votre témoignage. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et joue dedans et bonne année grand-mère. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et joue dedans et bonne année grand-père. Mais Philo, je sens que les deux filles là, elles ont tellement envie de redevenir enfants. Elles ont envie de s'amuser, vraiment. D'accord, allez-y. C'est vrai que... Quand vous avez choisi votre sapin de Noël, il faut ensuite choisir un thème. Un thème pour la fête de Noël. Il y a le thème traditionnel, le thème glamour, le thème élégant, rock, baroque et nature. Avant toute chose, choisissez un thème et respectez ce thème-là. C'est quoi un thème déjà? Au fait, le thème part du sapin de Noël. D'accord. Un thème traditionnel, c'est un sapin vert avec des touches rouges, le Père Noël, comme on a l'habitude de le voir. Maintenant, un thème paillettes, strass et paillettes, c'est un sapin blanc avec glamour, des agencements, des agencements de doré, argenté. C'est ça qu'on appelle un thème de Noël. En fait, tout part du sapin de Noël. Voilà. Ensuite, ne négligez aucune pièce de la maison. Aucune pièce ne doit être négligée. La chambre. La chambre, le salon. Non, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour se faire plaisir. Pourquoi pas? Pourquoi pas décorer la douche Essayez de mettre un peu de couleur. Tu as un problème avec? Tu as un problème avec? Non, laissez le salon aller. Tu sais, quand les douches de Yopougon sont quand même étroites. Non, pas toutes les douches de Yopougon. Ça dépend. Mais c'est parce que tu m'as dit qu'on était dans la salle de bureau. Respecte Yopougon. Attends, Yopougon même là. Yopougon même là. On va voir. N'oubliez pas aussi les lieux de passage, les allées, essayez d'ajouter des petits créneaux, des petites étoiles, les couloirs et tout ça. Quand vous avez fini de décorer le salon, on s'attaque à la table à manger.
qu'on a vu la semaine dernière, le pH, c'est l'énergie à pression hydroélectrique. C'est un tout nouveau système de production d'énergie qui utilise la pression de l'eau, donc la pression maritime, pour produire de grandes quantités d'électricité. Et 60 millions, j'aimerais qu'on s'attarde sur ce chiffre-là, 60 millions. C'est le nombre de familles en Afrique qui vivent sans électricité. Voilà, et c'est un chiffre alarmant. Grâce à cette nouvelle énergie, grâce à l'EPH, grâce au Wake Up Essieux, ce problème sera résolu. On va dire donc bienvenue au projet. Bienvenue au projet. C'est vrai que le projet est en phase théorique, mais si toutes les dispositions sont prises, toutes les dispositions sont prises pour les mettre en faveur de M. Elie. Quand tu parles de dispositions, tu fais allusion à quoi exactement? À tous les moyens possibles. Non, pas forcément l'argent. Tous les moyens financiers, physiques, matériels. Il y a une certaine volonté politique en faveur des inventeurs. Effectivement aussi. Qui sont de plus en plus nombreux dans ce pays. Voilà, parce qu'ils travaillent aussi pour cette émergence-là de notre Côte d'Ivoire. Et surtout qu'avec ça, il n'y aura plus de délestage. Plus de délestage, tu as raison. Et nous sommes en Noël, ce sont les fêtes. Imagine-toi des familles qui n'ont pas d'électricité, qui fêtent Noël dans le noir. Ah, ça doit être triste. Voilà. Et donc, il faut soutenir le projet parce que M. Wekape, ça fait plusieurs années qu'il travaille sur ce projet, sur l'EPH, sur cette énergie, sur le Wake Up Essieux. Et il m'a aussi dit que c'est le même inventeur qui a fait le frigo chauffage. Donc il m'a aussi dit qu'il est en bonne marche pour le développement de ce projet. En conclusion, l'EPH, c'est une nouvelle énergie. C'est une énergie qui utilise la pression maritime, donc la pression de l'eau, pour produire de l'électricité en grande quantité. L'installation se fera dans nos profondeurs maritimes, donc au fond de l'eau. Voilà. Et ça marchera comme un barrage hydroélectrique. Mais en opposition, au contraire, au lieu d'utiliser la force du courant de l'eau, ça va utiliser la pression de l'eau. Et cela, on le doit à M. Wekape Elie. À applaudir. Merci beaucoup à Lucène. Et cette émission est pratiquement terminée. Merci de nous avoir suivis. Et c'est avec Nestor David qu'on se dit au revoir. Les autres. J'ai été humilié, j'ai été maltraité et j'ai dormi dans la rue. J'ai dormi dans le marché, j'ai dormi sur la banc des églises. Et quand on me voyait, on se moquait de moi. Jésus m'a aimé, oh, oh, oh. Jésus m'a aimé, oh. N'était que des échecs et rien ne me réussissait. On se moquait de moi, on me traitait d'enfant maudit. Les gens disaient que j'étais né, moi toujours derrière. Mes amis pensaient que rien de bon ne pouvait sortir de moi. Jésus, celui qui m'a aimé. Je ne savais pas qu'un jour j'allais voir le soleil. Je ne savais pas qu'un jour j'allais pouvoir relever ma tête. Je ne savais pas qu'un jour j'allais retrouver le sourire. Je passais mon temps à pleurer, à me lamenter, sans savoir ce qui m'attendait. Oh, ce temps n'était pas mon temps.